Désolée, les aléas du direct, donc on prend les mêmes et on recommence. Donc on est toujours sur le live bouffée de chaleur avec Cécile Pétureau. Désolée pour le retard, on a eu un petit souci technique. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, voilà, Cécile n'arrivait pas à se connecter. Donc on va parler des bouffées de chaleur, donc avec Cécile qui est vraiment une naturopathe spécialisée dans la gestion des cycles hormonaux et notamment de la périménopause, autour de laquelle elle a beaucoup travaillé. Donc je suis vraiment désolée pour ce petit souci, j'espère que Cécile va arriver à nous rejoindre. Voilà, en envoyant une demande que je vais accepter. On va faire dans ce sens-là. Et puis en attendant, n'hésitez pas à poser toutes vos questions autour des bouffées de chaleur. Donc comme je le disais, je suis vraiment désolée d'avoir dû terminer le live pour le recommencer parce qu'il y avait un souci technique apparemment pas très facile à résoudre. Voilà, les bouffées de chaleur, ça n'est pas réservé que à la périménopause. C'est des choses qui peuvent arriver après des traitements hormonaux. C'est des choses qui peuvent arriver également en postpartum. Après avoir un bébé, on peut avoir des sueurs nocturnes ou des choses qui ressemblent à des bouffées de chaleur. C'est vraiment étroitement lié à notre système hormonal et à nos œstrogènes. Et donc, effectivement, on va là et voir un petit peu en quoi les œstrogènes ont un rapport en fait avec le système de régulation de température interne. Ah, Cécile. Écoute, c'était le petit bug technique de la rentrée. Il en fallait bien un, hein, parce que c'est trop simple de refaire un live et que tout fonctionne bien du premier coup. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. On est content de t'avoir. Et on disait que voilà, c'est un sujet nous, sur lequel on a beaucoup de questions, les bouffées de chaleur. Les œstrogènes, tous les jours, il y a des nouvelles études qui ressortent parce que finalement, on ne connaissait pas bien les mécanismes et il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur le système hormonal qui est étonnamment complexe et qui agit sur beaucoup de fonctions. Et donc, je disais qu'il y a un lien étroit entre les œstrogènes et la régulation de la température corporelle. Et dans les dernières études que j'ai vues passer aussi, il y avait des liens étroits entre la fréquence et l'intensité des bouffées de chaleur et le risque cardiovasculaire quand ça arrive autour de la périménopause. Donc c'est quelque chose à prendre au sérieux qui peut être minime. Chez certaines qui ont de la chance, ce sera que des petits roses aux joues de temps en temps et chez d'autres, ça peut être vraiment très handicapant avec des femmes complètement en âge. Donc on est ravis de décrypter avec toi voilà, les mécanismes des bouffées de chaleur et comment on peut mieux s'en préserver, surtout dans cette période qui nous a gâtés en chaleur, on va dire. Absolument. Bon, en tout cas, je suis ravie et encore tous mes excuses pour le loupé technique. Effectivement, Bah, c'est pas de ta faute, hein. Et du coup, la connexion est un peu moins limpide, on va dire. Alors, ces bouffées de chaleur, comme tu l'as très bien expliqué, effectivement, il y a plusieurs. Alors, déjà, la première chose, c'est que c'est une des manifestations de l'arrêt de la synthèse des oestrogènes par les ovaires, ça on le sait très bien, qui se fait progressivement, et donc c'est en ça que ce sont des phénomènes qui peuvent subvenir dès la préménopause au moment de la ménopause. Et comme tu l'as effectivement très bien expliqué, c'est essentiellement le résultat d'une perturbation finalement de la régulation de la température corporelle qui se fait à ce moment-là de la vie. Voilà. Notre corps croit qu'il fait très chaud alors qu'il ne fait pas chaud, concrètement. Alors, absolument, absolument. Et en fait, comme tu l'as effectivement très bien expliqué aussi, il y a des femmes qui vont y être pas du tout sujettes ou très peu, et d'autres pour lesquelles ces sensations de chaleur très soudaine et à l'inverse de sueur nocturne vont être véritablement handicapantes. C'est vrai que j'en vois beaucoup, d'ailleurs beaucoup plus s'amusant dans jazz qu'à Paris. Et donc c'est important de se faire accompagner. Et c'est vrai que souvent, à moins que ce soit sur une intensité telle qu'on fait le choix d'un traitement hormonal substitutif, on se retrouve bien démuni finalement par rapport à ces gènes qui, au final, ne sont pas graves pour la santé, si ce n'est qu'effectivement, comme tu le précisais, on a identifié qu'il y a quand même un lien avec le risque de troubles cardiovasculaires, mais voilà, auquel le corps médical ne s'intéresse pas nécessairement beaucoup parce que ça ne t'empêche pas de vivre au quotidien finalement. Oui, voilà, ça rentre dans les problématiques de confort, comme tu dis, alors que finalement, il y a des liens et que ces manifestations du corps, pour moi, ont toujours, plus elles sont intenses, plus il y a quelque chose qui ne va forcément pas et il faut vraiment trouver cette cause racine. Alors, on a eu pas mal de personnes chez nous, et c'est amusant parce que moi, j'ai été concernée aussi, qui nous ont parlé des sueurs nocturnes post-accouchement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait trop peu, parce que les femmes s'inquiètent. Non, ça ne veut pas dire qu'on est en périménopause quand il y a une grosse sueur nocturne après l'accouchement. Il s'est passé quelque chose d'hormonalement fort dans l'organisme.
Et effectivement, c'est là qu'on voit aussi que quand il y a une chute hormonale assez brutale, en fait, ça peut occasionner aussi ce genre de choses. Donc, il y a beaucoup de femmes aussi, on a eu des témoignages post-traitement en fait hormonal, cancer ou choses comme ça, qui ont eu des bouffées de chaleur. Ça peut être intéressant d'en parler un petit peu parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues, on n'en parle pas beaucoup de ça. On commence à le voir s'inviter dans les séries là. J'ai vu Borgen un peu cet été que j'ai jamais vu, où enfin on parle un peu, on montre les bouffées de chaleur, mais sinon on voit jamais ça. Et je pense que c'est intéressant de parler quand est-ce que ça peut intervenir. Ouais. Mm. Et ben, je reviendrai justement un peu plus en détail sur le contexte Ouais. post-cancer hormonodépendant. Mais c'est vrai que moi, j'ai aussi des clientes qui, pendant le. Enfin, post-règle, peuvent avoir des bouffées de chaleur. Donc, c'est quelque chose qui est finalement beaucoup plus Ouais, présent que ce qu'on tout à imagine. fait. Et puis la température naturelle du corps augmente un peu Absolument. de toute façon. Donc la preuve que les cycles sont très très liés à la température du corps aussi. Ouais. Absolument. D'où l'intérêt de savoir ce qu'on peut mettre en pratique dans son hygiène de vie. Comme je l'avais fait effectivement pour la préménopause, l'idée c'est que j'en ai sélectionné 3 conseils de base d'hygiène de vie, d'hygiène alimentaire, Mm. qu'on peut appliquer en toute autonomie, de manière à avoir une base pérenne sur laquelle on peut ensuite s'appuyer pour effectivement aller vers une complémentation qui soit Ouais. ciblée et surtout individualisée. J'insiste à nouveau et par ailleurs encore plus dans le cas d'un antécédent personnel ou Mm. familial de cancer hormonodépendant, comme on l'avait dit Mm. sur le sujet de la préménopause. On voit quand même beaucoup de femmes qui se complémentent en pensant bien faire et quand il y a Mm. effectivement ce genre d'antécédent, c'est quand même Ouais. trop dommage de viser à côté et Complètement. de mettre mettre un peu sa santé en jeu Mm. juste par une erreur ou un manque de connaissances finalement. Ouais, très important. Toi, tu accompagnes beaucoup de femmes, c'est pour ça qu'on a un peu zappé la présentation, mais pour redire, donc tu es naturopathe de formation et tu accompagnes beaucoup de femmes dans la gestion notamment de la périménopause et des bouffées de chaleur. Ça peut être Ouais, intéressant. effectivement, je me suis. Alors maintenant, j'aime pas trop employer ces termes, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même. Donc Vas-y. effectivement, j'ai une expertise particulière en matière de troubles digestifs et de Ouais. déséquilibres hormonaux, d'ailleurs quels qu'ils soient. Donc ça va du syndrome prémenstruel à l'endométriose, au SOPK, au problème de thyroïde et Mhm. effectivement tout ce qui va être préménopause et ménopause. Et par ailleurs, je travaille à l'Institut Raphaël, qui est un centre de médecine intégrative, qui accompagne les patients et leurs aidants pendant et après le cancer et les traitements allopathiques qui sont liés. Et effectivement, les bouffées de chaleur sont un effet secondaire du traitement hormonal, donc l'hormonothérapie post-chimio, opération, radiothérapie, qui est très très commun et qui est du coup extrêmement important de soulager. Et c'est justement sur ce créneau particulier que le conseil est d'autant plus important. Effectivement, il y a un certain nombre de principes actifs qui sont euh, Interdit. déconseillés voilà, dans ce contexte d'antécédents personnels ou familiaux de cancer hormonodépendant. Donc, c'est hyper important Mm. de faire Et attention. d'ailleurs, même dans un cadre d'endométriose ou de SOPK, hein, tous Absolument. les phytoestrogènes notamment sont quand même déconseillés. Mm. Absolument. Toutes ces finalement pathologies qui sont liées à un excès d'oestrogène vont être vraiment à Mm. prendre en compte Ah, dans oui. l'accompagnement spécifique de la préménopause et Mm. les troubles liés, dont les bouffées de chaleur. Et donc, aujourd'hui, de ce que tu as vu, comment, donc tu sais que tu avais 3 points qui étaient hyper intéressants, comment on peut effectivement voilà, améliorer le terrain, en fait, pour C'est être ça. moins gêné. C'est-à-dire que Ouais. parfois, moi, j'ai vu beaucoup de femmes qui ont fait des changements en nutrition, mode de vie, qui disaient, bon, on n'a pas forcément rien du tout, parce qu'il y a des périodes de régulation, mais ça va être un petit rose aux joues, un petit truc tout à fait gérable, au lieu de quelque chose de vraiment handicapant. Et Ouais. puis, voilà, de donner des pistes, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes que ça handicape. Ouais. Alors, ces 3 conseils que j'ai identifiés, le premier, et je vais les lister avant d'entrer dans le détail, ça va être l'activité physique régulière. Et celle-ci, elle sera d'autant plus pertinente qu'elle a été vue sur le risque de problématiques de pathologie Ouais. cardiovasculaire. Il y a un bruit très fort, moi, derrière. Je sais pas si... Ah, c'est bon. Attends. Alors, j'ai rien de mon côté, peut-être mon ordinateur mine. Alors, attends, je sais pas si c'est vous ou si vous avez un problème de bruit. Alors, Ah, est-ce que là c'est mieux?
Ah oui, 1000 fois mieux. Ah oui, En oui. fait, Il y avait un c'est le- bruit de route comme très fort et là, c'est bon. Bon, parfait. Donc, je On t'entend fais bien. trois conseils. Donc, le premier, l'activité physique régulière, qui d'ailleurs aura des effets très bénéfiques sur la réduction du risque de pathologie cardiovasculaire. On va ensuite s'attacher à adapter son alimentation. Et enfin, ce sera très pertinent à ce moment-là de soutenir le foie dans son travail de détox. Voilà. Alors, l'activité physique régulière, je pense que à chaque live, vous y avez droit. Bah ouais, Mais mais c'est tellement voilà, important. c'est ça. Tellement important. C'est vraiment les basiques qui sont Mm. importants à répéter parce que vous pouvez Mm. prendre tous les compléments alimentaires du monde. Ouais. Si vraiment les essentiels ne sont pas en place, Mm. ce sera beaucoup moins efficace. Complètement. Euh, donc, cette activité physique régulière, elle est importante pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une multitude d'études qui identifient qu'elle va diminuer l'intensité et la fréquence des bouffées de chaleur. Et le deuxième impact très intéressant, c'est que cette activité physique régulière, on le sait tous, permet de réguler l'humeur, euh, de mieux gérer le stress. Et on sait que les fluctuations d'humeur et l'augmentation du niveau de stress ont un effet néfaste sur la fréquence et l'intensité des bouffées de chaleur. Vraiment, ça permet de faire une pierre deux coups. Et puis d'un niveau micronutriments, tout simplement pour rebondir là-dessus, il y a beaucoup de micronutriments qui ne sont pas bien synthétisés par l'organisme lui-même, qui est quand même la meilleure machine à nutriments du monde. Je pense au glutathion, par exemple, qui est un acide aminé hyper essentiel quand on parlait de détox. Et ben, en fait, il y a un lien très linéaire entre l'exercice physique et la production interne de glutathion. Donc déjà, c'est une base, et moi je dis ça, voilà, on fait des produits, des compléments alimentaires pour aider, mais vraiment sans une machine qui fonctionne bien, de toute façon, il y a tout un process en micronutriments qui est très complexe d'assimilation et l'exercice physique, c'est une base. Il faut voilà, transpirer un petit peu. Est-ce que tu recommandes des exercices en particulier pour des femmes justement autour de 50 ans Oui, alors je recommande trois choses. La première, c'est qu'on soit sur une moyenne de 2 à 3 séances Ouais. semaine, Mm. idéalement 45 minutes à 1 heure. Et si en parallèle, on arrive à marcher 30 minutes par jour, ça vaut Ouais. pour tout le monde. Et c'est vraiment, ça paraît très, très bête et très simple, mais c'est vraiment, vraiment essentiel. Et par rapport à l'activité physique en particulier, ce qui est très intéressant par rapport aux bouffées de chaleur, c'est de réussir à mêler à la fois endurance modérée, de type marche Ouais. rapide, peut être du footing, de la natation, de la danse. Ça n'a pas besoin d'être extrêmement sportif finalement pour activer un peu justement ce fameux système cardiovasculaire et avec des intensités, enfin des activités d'intensité beaucoup plus douces et travailler sur le renforcement musculaire comme la gym, le yoga, le pilate. Et cette association des deux est vraiment bénéfique par rapport au phénomène de bouffée de chaleur. En fait, Euh, transpirer un peu d'un côté et de l'autre côté, voilà, juste passer du temps sur son corps. Voilà. Oui, à, il y aura un replay, je réponds. à- à renforcer les muscles profonds. Mais finalement, par rapport à cette activité physique, ce qui est le plus important, c'est la régularité. Donc, ça veut dire que c'est bien plus bénéfique de réussir à intégrer ne serait-ce qu'une séance de 45 minutes à 1 heure que se lancer bille en tête à faire 3 séances par semaine et au bout de 3 semaines arrêter. Ouais. Donc ça, c'est le juste milieu à trouver. C'est pareil, c'est extrêmement basique, mais ça ne paie que si c'est régulier. Donc mieux vaut faire moins, mais plus régulièrement que beaucoup et puis laisser tomber. Sachant que la marche rapide, c'est par exemple très facile à intégrer, c'est-à-dire qu'on ne demande pas des révolutions. Dire qu'on se descend 2 stations de métro avant ou je ne sais quoi et faire une vraie marche un peu plus rapide, un peu plus tonique, c'est hyper bénéfique. Hyper bénéfique. Absolument. Et tu parlais effectivement de micronutriments. Au-delà de cette synthèse de glutathion qui est stimulée, si on va un peu plus loin sur cette fameuse régulation de l'humeur qui a un impact alors soit bénéfique, soit néfaste sur les bouffées de chaleur, la synthèse de sérotonine qui régule notre humeur, la synthèse de dopamine qui permet de nous lever en Mm. Ah, on te perd un peu. forme, motivée, pleine d'entrain, elles sont intrinsèquement à l'activité physique aussi. Donc raison de plus Tout à pour fait. mince, Oui, décidément. c'est revenu, c'est bon. Pourtant là, je n'ai pas bougé. Je t'ai perdu Est-ce que c'est quelques revenu? instants. Donc, Dans le fond activité des choses, physique, c'est bon. On a toutes nos motivations de la rentrée, c'est le bon moment là. c'est ça, exact. Parfait. Deuxième conseil, c'est celui effectivement d'une adaptation de son alimentation. Parce
que pareil, il y a des petites choses du quotidien qu'on peut mettre en place sans que ce soit trop contraignant. Et encore une fois, la première chose, c'est, et elle est aussi importante dans le cadre du système cardiovasculaire, ça va être l'augmentation de la consommation d'oméga 3. On en parle beaucoup de ces oméga 3, notamment pour leur bénéfices sur la baisse de l'inflammation bas grade, mais ils sont tout aussi intéressants sur les bouffées de chaleur et pour, pareil, intensité et fréquence, et parce que de la même façon que le fait le sport, ils vont participer à la régulation de l'humeur et au bon fonctionnement du système nerveux. Donc on a encore une fois une pierre de coups. Donc ça, c'est intégrer ces des oméga huiles de 3, colza, très simple, des sources animales, des sources végétales, sachant que les sources végétales ne se substituent pas aux sources animales. Donc si on est sur un régime végétarien ou j'en connais parce que parfois ça saute un peu, donc je ne vais pas te couper. C'est bon, là ça a l'air bon. bon, En direct du Gers, hein, on fait donc, donc les oméga 3, on a les sources animales, donc les fameux petits poissons gras, les œufs, jaunes d'œufs coulants. Ouais. Et dans les sources végétales, on a effectivement les huiles riches en oméga 3, donc ça va être le lin, la cameline, la noix, le chanvre. L'idéal, c'est une cuillère à soupe à chaque repas à utiliser à froid, donc en assaisonnement. Les graines de lin ou les graines de chia, mais moulues. Il faut savoir que sinon, l'assimilation des oméga 3 ne se fait pas. Donc, c'est un peu contraignant, mais j'en reparlerai ensuite avec un moulin à poivre ou à épices, ça se fait. Et éventuellement, les noix de Grenoble, très simple à trouver, dont on peut parsemer ses salades ou utiliser en collation. Voilà. Et les graines de chia, très connues en pudding, qu'on peut utiliser en pareil petit-déj, dessert ou collation. Donc ça, c'est facile, c'est simple. Et tu sais qu'on peut voir, avec l'alimentation et le sport déjà, tu penses qu'on peut avoir une amélioration des effets en combien de temps à peu près? Parce que j'ai souvent beaucoup la question. Rien qu'avec ces deux facteurs. Ouais, écoute, rien qu'avec le jour. En fait, je propose un petit point téléphonique à 15 jours après le premier rendez-vous. Alors, on n'est pas de tout à rien, hein, parce que c'est pas. Mais il y a déjà une amélioration bien sûr. hyper motivante. Ouais. Non, mais c'est un message qui est très important parce que, d'ailleurs, c'est pas quand on parle du système digestif, du système hormonal, c'est des systèmes sur lesquels on peut quand même agir et voir des effets assez rapidement par rapport à d'autres. Donc, c'est ça qui est quand même intéressant. Pour le pudding au chia, faut-il broyer les graines? Oui, absolument, pour pouvoir assimiler les oméga 3. Sinon, c'est comme pour les graines de lin, ça permet de créer du lest dans l'intestin, donc ça peut favoriser le transit, mais on les retrouve dans les selles comme elles sont arrivées. Donc, il n'y a pas d'assimilation de ces oméga 3. Alors, je vois qu'on n'est pas d'accord sur le fait qu'il faille les moudre ou pas, donc on ira débattre. Alors, je n'étais pas sûre, t'es sûre? Ah non, il ne faut pas. Voilà. Ouais, moi j'ai entendu. Ouais, moi j'ai la même version que toi, Cécile, en tout cas. Bon. Sur le fait que pour bien assimiler, il faut effectivement. Après, je crois que tu en as comme une partie, mais que vraiment, c'est pas du tout la même chose. Qu'il y en a plein, surtout les graines qui sont très protégées avec leur pellicule. Ça passe moins. Débat ouvert. On vous laisse intervenir. Pour l'alimentation, donc les fameuses oméga 3, après c'est du bon sens, mais c'est effectivement l'hydratation, on s'en doute, mais on a tendance à pas beaucoup s'hydrater, et c'est encore plus important de compenser la perte qui se fait pendant les sueurs nocturnes ou les bouffées de chaleur. Ensuite, c'est du bon sens aussi, mais on va éviter tout ce qui va être épices réchauffantes comme le gingembre, la cardamome, la cannelle. On peut en consommer de manière parcimonieuse, mais effectivement, on évite de se faire un shoot de curcuma aussi. Voilà. J'ai encore la question qui revient. Donc, la thérapeute qui demande pourquoi il faut moudre ses graines. Je me permets de rebondir. Mais pour moi, c'était. Enfin, tu me dis, enfin, tu vas nous répondre, hein, mais il me semble que c'est beaucoup moins assimilé. Ah, on perd un peu. Bon, alors moi, de ce que je sais, on laissera Cécile intervenir. Permettre une bonne assimilation des oméga 3.
Bon, c'est un peu coupé, mais pour résumer, effectivement, c'est que quand c'est moulu, surtout quand c'est des comme ça, comme les graines de lin qui ont des pellicules qui sont très très solides un peu, euh, on a des beaux plans sur le. Ah voilà, on dit pour le transit, il n'est pas nécessaire de les broyer, mais si l'effet recherché est la complémentation d'oméga 3. Oui, alors ça c'est très vrai. Je te laisse rebondir. C'est Ouais. exactement ce que je disais, absolument. Comme pour les Mm, graines de lin, ça crée du lait, mm. donc c'est intéressant par rapport à ça. Mais pour les oméga 3, il faut effectivement qu'ils soient broyés. Voilà. Bon, on va passer au Le troisième point, alors je pense. Bon, parfait. Donc, on a dit, les oméga 3, l'hydratation, d'éviter Ouais. effectivement les épices chauffantes comme la cannelle, le gingembre, la Mm, cardamome, le piment. Bon, c'est du bon sens, mais ça vaut le coup d'y penser et de le répéter. Éviter les excès de sucre raffiné, de mm. sel raffiné. Et dans les catégories d'aliments qu'il est important, enfin intéressant d'intégrer en plus grande quantité, tout comme les oméga 3, ça va être la consommation d'aliments qui sont riches en phytoœstrogènes. Mm. Et je viendrai en détail sur le contexte d'antécédents familiaux ou personnels de cancer hormonodépendant. Les phytoestrogènes, comme d'ailleurs vous l'avez très souvent très bien expliqué sur le compte de Millet, ce sont des molécules qui sont semblables à nos propres oestrogènes et qui vont de ce fait se fixer sur les récepteurs de nos oestrogènes et de ce fait vont mimer l'action de nos oestrogènes tout en ayant une action qui va être beaucoup moins puissante. Mais donc l'intérêt, c'est que comme on est sur une période de la vie de la femme où on a une baisse Ah, on te perd un petit peu. forte. Ça coupe un peu. Ah, je suis trop désolée, je suis vraiment désolée. Pourtant, moi, Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bonne bon. connexion. Bon, on arrive sur un. Alors, je pense qu'il faut que je Ah, parle ça lentement. reprend bien, ouais. Désolée. Non, non, C'est bon. c'est moi, je m'excuse. Moi, ça arrive. C'est le rentrée. Le Donc, bisutage on de arrive rentrée. effectivement sur des molécules qui vont se substituer, finalement, dans une certaine mesure, aux oestrogènes. On t'entend là. Parfait, très bien. Normalement, Donc, c'est bon, dans Cécile. ces aliments qui contiennent des phytoestrogènes, il Mm. y en a de plusieurs types. Je vais revenir simplement sur deux parce qu'ils sont vraiment très faciles à utiliser. Le soja dont on parle beaucoup, alors il est intéressant, Mm. il contient ce qu'on appelle des isoflavones. Il est intéressant à consommer de manière plutôt fermentée, donc soit sous forme de tofu lactofermenté qui va se substituer à un apport en protéines, se substituer à un apport de protéines animales, pour être plus précise. Il va y avoir aussi la consommation de soja fermenté sous forme de pâte miso, qui est celle qui est utilisée pour faire des soupes miso. Ah, on a une autre petite question. Je profite pour rebondir dessus. Quelqu'un qui dit que c'est très difficile. Mais qu'on Ah, peut aussi excuse-moi. très facilement utiliser pour faire des marques, par exemple. Euh, dans ce pâte, dis-moi. Attends, j'ai une petite question. Quelqu'un qui dit que c'est très difficile d'atteindre les besoins journaliers en oméga 3 sans complément alimentaire. Euh, Moi, je suis pas forcément sûre de ça, parce que je trouve que justement, une Moi, je suis cuillère pas de. d'accord. Non, parce que autant il y a des choses où c'est compliqué. Par exemple, si on est très stressé, si on boit de l'alcool et tout, le magnésium, des nutriments qu'il est compliqué de fixer parfois par les apports journaliers. Autant les oméga 3, par exemple, moi, je suis très habituée à faire une cuillère à olive d'huile de colza crue par jour dans l'alimentation. En général, ça sert à couvrir les apports. Après, il peut y avoir des problèmes intestinaux, il peut y avoir de la porosité, il peut y avoir des inflammations particulières. Mais normalement, les acides gras, on peut, sans complément, assez facilement atteindre les valeurs recommandées. Qu'est-ce que tu en Ouais. penses? Non, je suis parfaitement d'accord. Alors, effectivement, si, comme je le disais au départ, on est sur une alimentation végétarienne ou végétalienne et qu'on n'a pas une complémentation en EPA, DHA, je suis parfaitement d'accord. Ouais. On n'arrivera pas à Oui, avoir quand on est végétalien, ça c'est vrai. c'est ça. Quand on Sans se œufs fait surtout, ouais. Mm. la forme active, Mm. euh, parce qu'on sait que la conversion de la source végétale en Mm. forme active va être déficiente et elle est de plus Tout à en fait. plus là. En revanche, Mm. si on est sur
une consommation par exemple, de 2-3 fois par semaine. Moi, c'est ce que je recommande. On arrive tout à fait à remplir les apports quotidiens. Et effectivement, dans certains cas, comme tu parles d'hyperperméabilité intestinale, d'inflammation, de problèmes de peau, problématiques hormonales, il peut être pertinent d'intégrer une complémentation pour aller au-delà. Mais quand il n'y a pas de problématique particulière, pour moi c'est suffisant. Si on est sur cet apport animal. Oui, tout à fait. Il faut mixer apport animal et végétal. C'est très important pour la Absolument. biodynamie. Donc ça, c'est fait, sans complément. Parfait. Donc, je finis juste sur mes fameux phytoestrogènes. Donc, j'ai dit effectivement dans le soja lactofermenté, donc fermenté, donc le tofu, la sauce soja, la pâte miso. On en trouve dans le tempeh, le natto, qui sont une saveur un peu particulière, mais quand on aime ça, ce sont des formes de soja fermentées qui sont intéressantes. Et ensuite, on en parlait tout à l'heure, très simple, c'est la consommation de ces fameuses graines de lin. Moi, j'en recommande donc sous forme moulue. Pareil, donc ça fonctionne avec un moulin à poivre ou à épices. Donc, bon, c'est un peu contraignant, donc il faut avoir un peu de temps. Mais si ça peut rentrer facilement dans une routine, c'est très efficace. Ça se moule facilement dans un moulin comme ça à poivre classique. Ah ouais, absolument. On apprend quelque chose. Top. Donc, ouais, tu vas essayer. Et l'idée, c'est tout simplement une cuillère à soupe par jour. C'est sympa à mettre dans un yaourt, une compote ou sur une tartine le matin. Et on a un apport d'environ une trentaine de grammes d'isoflavone qui est très, très intéressante. Trentaine de milligrammes. Milligrammes, ouais. Mais en plus, je pense que c'est plus intéressant parce que le soja, il y a quand même plus de choses un peu contradictoires, mais c'est surtout, il y a des préparations laitières, tu l'as bien dit, à base de soja qui avaient des taux hyper élevés. Donc, il y a un peu plus de polémique autour du soja. La graine de lin, j'en ai pas vu et je pense que c'est un bon intermédiaire. Plutôt que de faire des plantes justement très riches en phytoestrogènes, c'est intéressant de commencer par le lin, je trouve. Voilà, le lin est très intéressant et effectivement, alors déjà cette consommation de soja, et ça vaut pour tout, elle va être beaucoup plus intéressante si on est sur donc, du soja, je l'ai dit, fermenté et si on est sur des produits bruts. Ça veut dire que tous les produits transformés à partir de soja sont beaucoup moins intéressants. Ensuite, deuxième point, je parlais effectivement de ce public particulier dans un cas d'antécédents personnels ou famille cancer hormonodépendant. Dans la mesure où, dans ce cas-là, en particulier, et notamment les études sur la consommation de soja sont toujours à ce jour controversées, par principe de précaution, moi, je recommande une consommation qui peut être occasionnelle, mais qui ne va pas être au quotidien, comme peut l'être la consommation à respecter, selon moi, pour l'instant. On a parlé aussi des pois chiches et des lignanes. Il y a quelqu'un qui a soulevé le sujet parce qu'effectivement, il y a différents types de phytoestrogènes. Donc, on a parlé du soja et des graines de lin qui vont être à peu près dans le même rôle, c'est-à-dire d'essayer de moduler en période de périménopause, on rappelle hors antécédent de cancer du sein, de pouvoir moduler à la hausse et donc les taux d'œstrogène pour équilibrer les bouffées de chaleur. Qu'est-ce que tu penses des pois chiches et des lignanes? Oui, parfait, parfait. Les teneurs sont moindres, donc ça veut dire que typiquement la consommation de légumineuses, par exemple, moi c'est quelque chose dont je conseille, que je conseille de consommer 1 à 2 fois par semaine, que ce soit dans un contexte d'antécédent de cancer monodépendant ou pas. Donc ça, il n'y a aucun problème et c'est un moyen aussi intéressant d'en apporter. Voilà, en quantité moins importante, mais c'est aussi bénéfique. Donc si ça fait partie des habitudes alimentaires, c'est un bon féculent à intégrer. De toute façon, il faut se méfier. Il y a aucun aliment qui est réellement à diaboliser, hein. Ça, je te prends aussi sur le soja. On essaye d'expliquer ce que c'est. Il ne faut pas tomber dans l'excès et il faut faire attention au niveau des compléments alimentaires parce qu'au niveau des compléments alimentaires, on va surdoser un micronutriments et on va le prendre dans la durée. Donc, je pense que le message que tu passes est intéressant de dire, par exemple, voilà, le soja, pour moi, qui n'est pas du tout à diaboliser en cas de cancer hormonodépendant, mais dans ce cas, à réintégrer par touche dans l'alimentation, plutôt des sojas fermentés. C'est vraiment des choses qu'on essaie de faire passer. En revanche, éviter le trèfle rouge, le soja, le houblon à forte dose en complément alimentaire sur une grosse durée. Absolument, absolument. Ça, c'est absolument déconseillé. Tout à fait. Donc voilà, si vous avez des questions, il y avait une autre question. Donc les lignanes aussi étaient recommandées. Ouais, donc ça, c'est ce qu'on parle de lin.
Qu'est-ce que tu penses de la sauge aussi, sur laquelle il y a eu pas mal d'études au niveau des bouffées de chaleur, qui était une des rares Alors, plantes? Mm. ouais, hors cancer hormonodépendant, elle Oui, fonctionne toujours. bien. En revanche, toujours Mm. à exclure dans le cas d'antécédents personnels ou familiaux de cancer hormonodépendant. Mais sinon, effectivement, Ouais. elle est très intéressante, d'autant plus qu'elle a aussi une action bénéfique sur l'irritabilité, Mm. qui peut être un symptôme qui apparaît à ce moment-là de la vie aussi. Et comme on a vu que ces déséquilibres de l'humeur et de l'irritabilité, le stress ont un effet néfaste sur les bouffées de chaleur, ça permet encore une fois d'avoir une action Bon, en tout cas, on est d'accord plus pour globale. faire le petit mot de la fin. Je sais pas si vous avez encore des questions, mais il n'y a aucun lien entre la chaleur externe et l'apparition des bouffées de chaleur. Donc, si des choses perdurent et qu'on a vraiment ces espèces de sensations, surtout en fait de transpiration, parce que c'est ça qui est aussi très propre aux bouffées de chaleur, il y a le rose aux joues, mais il y a un peu comme dans les sueurs nocturnes, la transpiration excessive alors qu'il n'y a pas eu d'éléments dans l'environnement qui a créé un gros changement. Ça peut être une bouffée de chaleur. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'arrivaient pas à repérer. On a eu des questions cet été entre les canicules et les bouffées de chaleur. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'avoir de plus en plus la nuit des sueurs. Est-ce que ça peut être ça? En fait, comme le disait Cécile, c'est complètement déconnecté, pardon, de l'environnement. Ça veut dire que c'est un problème de régulation interne. Donc, ce n'est pas forcément déclenché par une chaleur en tant que telle. C'est vraiment, voilà, au repos, au lit, quand tu peux avoir une sueur soudaine et qui va revenir la nuit ou là, on peut penser à ce mécanisme-là. Ça n'a rien à voir avec la chaleur externe. Non, ça peut effectivement être favorisé, ça clairement, quand les bouffées Mm. de chaleur sont installées. Bon, le fait de changer de température et d'être dans un espace qui va être clos et surchauffé, clairement, ne va pas aider. Mm. Mais ce n'est pas du tout le facteur déclenchant, c'est certain. Mm. Bon, et ben voilà, je pense qu'on peut récapituler les trois piliers. Si vous avez des questions, on a eu beaucoup de questions, voilà, donc on disait, enfin, je te laisse récapituler parce que tu sauras mieux que moi, mais Oui, c'est alors, très bon, intéressant, toujours très c'est ça, mais structuré, je te remercie. oui, je t'en prie. Bon, de par la connexion Mm. pas très bonne, je détaille pas le soutien du foie, mais ne serait-ce que ne pas faire Mm. d'excès, ça permet de soutenir Mm. son foie. Mm. D'appliquer une Oui. bouillotte chaude sur son foie, c'est très intéressant aussi. L'activité physique aussi, et c'est déjà une très bonne base. Mm. Et donc, si on récapitule effectivement sur ces trois piliers, on a dit l'activité physique régulière, l'adaptation de son alimentation en mettant le Mm. paquet sur les oméga 3, sur l'hydratation, en limitant les épices réchauffantes, les excès de sucre raffiné, de sel raffiné, en intégrant euh, éventuellement des phytoestrogènes dans son alimentation, donc les graines de lin moulu, une cuillère à soupe, ou Mm. la consommation de soja fermenté, donc encore une fois hors contexte d'antécédents personnels ou familiaux de cancer hormonodépendant. Et enfin, effectivement, le soutien du foie, qui est Le un froid, organe clé pardon, hyper dans important. cette régulation hormonale. Et juste un petit détail, souvent, en tout cas, c'est ce que j'observe, cette défaillance du foie et ce travail de détox qui va être non correctement rempli finalement, Mm. il est souvent lié à des suées nocturnes. Donc effectivement, quand on est plus sujette à des suées nocturnes qu'à des bouffées de chaleur diurnes, ça peut être intéressant de creuser cette piste-là. Voilà. Ça, les collègues sont souvent liés au foie, mais c'est vrai qu'entre 1 heure et 3 heures du matin, c'est ça le travail du foie est au maximum. Et c'est souvent dans ces horaires quand il y a des réveils nocturnes ou des sueurs. Juste pour terminer sur le foie, c'est une question qui est souvent revenue que je trouve intéressante. Est-ce que tu conseilles, on a dit l'hydratation tout à l'heure, beaucoup boire aussi, qui est très important pour l'organisme en général. Mais j'ai beaucoup entendu que les infusions, par exemple, n'étaient pas traitées au même endroit que de l'eau à température ambiante ou de l'eau fraîche. Et donc, les infusions peuvent être intéressantes, notamment quand on a des actifs détoxifiants pour soutenir le foie. Je pense au desmodium, au romarin, enfin, c'est des plantes du foie. Mais qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on a des bouffées de chaleur? Il faut privilégier un peu les deux. Est-ce qu'il fait les 1,5 litre d'eau par jour, c'est de l'eau ou est-ce qu'on peut mixer les infusions? Alors, l'idéal de l'idéal, c'est 1,5 litre d'eau pure. Oui, Donc, c'est ça. De vraiment, l'eau, sans rien est dedans. exclu. Voilà. Mm. Néanmoins, si c'est compliqué, bah, à ce moment-là, on intègre des infusions. Mais j'aurais tendance à te dire des infusions qui ont plutôt un rôle qui peut être éventuellement apaisant, mais j'irai pas sur un rôle de détox ou diurétique sur une Mhm. longue période, parce que c'est toujours pareil. Ah oui, diurétique, ouais. Mm. C'est ça, ça demande du coup un travail Mm. au corps. Au Et rein. donc, finalement, pour moi, ça compte pas dans cet objectif
d'hydratation. Hydratation, De bien toute sûr. façon, on a dit qu'effectivement, le fait qu'il fasse chaud n'est pas le facteur causal de la bouffée de Mm. chaleur, mais ça Ah. peut être effectivement un facteur. Mais effectivement, si on a tendance Mm. à avoir ces bouffées de chaleur, on Mhm. de s'enfiler des infusions à longueur de journée et on reste plutôt sur l'eau fraîche et pure, du coup. Voilà, ça n'a pas le même rôle, c'est pas traité pareil, donc bien penser quand même, surtout quand il fait chaud, comme en ce moment, au 1,5 litre d'eau, sans rien dedans. Bon, bah super, je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin ou si vous avez des questions à ajouter. Euh, voilà, je pense que tu nous as fait un résumé très Oui, clair pour se préserver des bouffées de... et ça peut être éventuellement des eaux aromatiques. Ouais, d'accord, ça passe. Avec... Oui, ce qu'il faut, c'est éviter de surcharger de sucre ou d'autres choses, quoi. Merci beaucoup, Cécile. Écoute, la vidéo a l'air de fonctionner pour la fin. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de sauts, mais bon, c'est le bisutage de la rentrée, c'est normal, il fallait que ça arrive. On est encore frais et reposé de nos vacances, donc tout va bien. Dernière petite question sur l'onagre de Karine, comme tout à l'heure, en complément, qu'en penses-tu? Oui, elle est intéressante. Alors pareil, en complémentation, hormis cas de toujours pareil, je radote, mais c'est Mhm. important d'antécédent personnel ou familial de cancer Ouais. hormonodépendant. Par rapport aux bouffées de chaleur, c'est pas la première plante à laquelle je penserais. Mhm. Mais elle a un intérêt dans un complexe qui va contenir effectivement, qui peut contenir du pollen, par exemple, sans phytoestrogène, qui peut contenir de la Mhm. sauge. Ça peut être effectivement pertinent. Ok, eh ben, merci beaucoup en tout cas. Et je vous poste le replay de toute façon. N'hésitez pas à poser vos questions Ouais, après, parce qu'on y répondra sans souci de connexion. Non, je plaisante. C'est passé. Merci beaucoup, Cécile. Toujours un plaisir de merci. t'avoir en tout cas. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.